Nous allons maintenant aborder les complications neuro-orthopédiques. Alors, au départ, dans la paralysie cérébrale, c'était la définition, les lésions touchent le cerveau. C'est ce qu'on appelle les lésions primaires. Ça se traduit par des troubles de la posture et du mouvement, avec des problèmes de tonus, une spasticité et une hypotonie au niveau du tronc, et un manque de force et un manque de sélectivité. On va donc avoir un déséquilibre musculaire entre les muscles agonistes et antagonistes. Par exemple, au niveau du membre supérieur, on va avoir très souvent des muscles fléchisseurs du coude qui sont spastiques et des muscles extenseurs de coude, les antagonistes, qui eux sont faibles. Et donc on va avoir un déséquilibre. On a affaire à des enfants, donc des organismes en pleine croissance, ce qui fait qu'on va avoir un allongement osseux avec la croissance, et dans le même temps, certains muscles qui tendent à rester toujours contractés. Et du coup, ces muscles qui sont toujours contractés, ils risquent de ne pas grandir à la même vitesse que les os, et ça va provoquer des lésions secondaires, des rétractions musculaires, et on va avoir des muscles qui grandissent moins vite que les os, donc une rétraction, un raccourcissement relatif des muscles par rapport aux os. Et donc par exemple, au niveau du coude, au fur et à mesure, si on ne fait rien, si on ne prévient pas les complications, les rétractions musculaires, le coude ne va plus pouvoir se tendre complètement, et donc on a une rétraction. Ça, quand ça se produit au niveau des membres inférieurs, sur le genou ou sur le pied, ça va entraîner une modification de la cinématique de marche. Il y a des contraintes mécaniques qui font que si l'enfant marche toujours sur la pointe du pied, ça va entraîner des désordres sur le plan mécanique au niveau des articulations sous-jacentes, les genoux, les hanches, et ça va modifier les bras de levier au niveau des autres articulations. Et donc ça va provoquer d'autres lésions secondaires, des déformations osseuses. C'est-à-dire que si on a au niveau de l'avant-bras les pronateurs qui sont toujours contractés, ça va finir par vriller, on va avoir des torsions osseuses. Et pareil au niveau du pied, au niveau des hanches, on va avoir des phénomènes de torsion osseuse, de rotation et des déformations qui sont à leur tour provoquées par ces rétractions musculaires. Et puis, l'enfant, il va s'adapter. C'est-à-dire que quand il marche sur la pointe du pied, comme c'est compliqué de trouver son équilibre sur la pointe du pied, il va avoir tendance à s'adapter. Je vous montrerai deux exemples par la suite. Et donc, à avoir une démarche compensatrice, c'est ce qu'on appelle des anomalies tertiaires. Et ces anomalies tertiaires, par exemple, s'il marche avec les genoux fléchis, ou avec les genoux en extension, en récurvatum, pour s'adapter à cet équin au niveau des pieds, ils vont pouvoir se pérenniser, s'installer avec le temps, et on va avoir à leur tour de nouvelles déformations qui sont provoquées par les déformations osseuses et par les rétractions, et qu'on appelle les anomalies tertiaires. Et comme dans le même temps, la paralysie cérébrale, elle n'a pas disparu, qu'on a toujours les troubles moteurs, qu'on a toujours ce déséquilibre entre agonistes et antagonistes, on continue la boucle, la croissance se poursuit et on a des enfants qui vont aggraver comme un véritable cercle vicieux leurs complications neuro-orthopédiques. Donc ça c'est quelque chose qui est très important, on y reviendra dans les exercices, dans les cas cliniques qu'on fera ensemble. Il faut vraiment que vous ayez bien compris ça parce que notre rôle, en tant que professionnels qui suivons ces enfants, moi en tant que médecin, les kinésithérapeutes, et vous en tant qu'orthoprothésiste, c'est d'éviter de rentrer dans ce cercle vicieux et de prévenir ces lésions secondaires, de prévenir les rétractions musculaires pour leur permettre de grandir correctement et de garder la meilleure fonction possible. On va revenir un petit peu dans le détail sur tous les paramètres que je vous ai expliqués sur le schéma précédent. Les différentes causes de ces rétractions musculaires, il y a d'un côté
la spasticité, c'est vraiment un facteur déterminant dans l'apparition de rétraction musculaire et de troubles neuro-orthopédiques. Il y a le fait que le muscle qui reste toujours dans une position raccourcie, sa morphologie va s'adapter à cette position raccourcie et ça rentre en opposition avec la croissance qui, elle, nécessiterait un allongement musculaire. Et donc, position raccourcie du muscle, allongement osseux, ça provoque une rétraction musculaire qui est d'autant plus importante que l'enfant est en train de grandir. Et puis, à côté de ça, il y a l'hypotonie au niveau du tronc, les déséquilibres entre les muscles agonistes et antagonistes. Et donc, ce qu'il faut que vous reteniez surtout, c'est le rôle délétère de la spasticité et le rôle aggravant de la croissance dans l'apparition des troubles neuro-orthopédiques. Un schéma qui est peut-être un petit peu flou, mais juste pour vous dire l'importance de ce qu'on appelle les muscles polyarticulaires. Dans les muscles polyarticulaires, on a par exemple les muscles gastrocnémiens, qui sont à la fois fléchisseurs de genoux et extenseurs au niveau de la cheville. Ces muscles polyarticulaires sont beaucoup plus difficiles à étendre, à étirer, parce qu'il faut jouer sur deux articulations en même temps pour pouvoir les étendre. Et donc sur les gastrocnémiens, pour étirer des gastrocnémiens, il faut faire une extension au niveau du genou et une dorsiflexion au niveau du pied. Pareil sur les ischio-jambiers qui sont à la fois fléchisseurs de genoux et extenseurs au niveau de la hanche. Et donc si on veut les étirer, il faut réaliser une flexion de hanche et une extension de genou. Et ces muscles-là, ces muscles polyarticulaires, les ischio-jambiers, les gastrocnémiens, le droit antérieur, le muscle iliopsoas, ont beaucoup plus tendance à se rétracter que les muscles monoarticulaires, comme les muscles vastes, comme le muscle solaire par exemple. Pour les ischio-jambiers, quand on est en position assise, les ischio-jambiers, ils sont en position raccourcie. Et si un enfant passe sa vie en fauteuil roulant, les ischio-jambiers sont toujours en position raccourcie. Et donc là, en A, vous avez un enfant qui est en position assise avec une longueur des ischio-jambiers normale. Et donc vous voyez, on a les genoux qui sont fléchis et on a le dos qui est en position normale avec une lordose lombaire, avec un bassin qui est en position verticale. Si les ischio-jambiers commencent à être courts, qu'est-ce qui va se passer? On a des ischio-jambiers qui vont tirer sur le bassin qui a tendance à partir en rétroversion, avec du coup un comblement de la lordose lombaire physiologique et une tendance à l'hypersyphose, et donc une station assise qui se retrouve un petit peu instable, un petit peu basculée en arrière. Et ces enfants-là qui ont des ischio-jambiers courts, ils ne peuvent pas tenir en position assis, jambes tendues. Quand ils essayent de se mettre en position assis, jambes tendues, qu'est-ce qui se passe? Ils gardent les genoux fléchis et ils basculent complètement en arrière avec une tendance importante à la syphose. Je vous parlais tout à l'heure des compensations quand il y a des rétractions musculaires qui s'installent. Un enfant qui a un équin, il est sur la pointe du pied. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Pour s'adapter à cette position, il peut soit avoir tendance à marcher avec le genou fléchi, comme sur la photo de gauche, et ça, avec le temps, cette flexion du genou, elle peut provoquer des rétractions des ischio-jambiers et un genou sur lequel il va y avoir un flexum qui ne pourra plus s'étendre complètement. Ou, à l'inverse, il peut poser le pied à plat, mais à ce moment-là, comme il est limité, comme il n'a pas de possibilité de fléchir la cheville, le fait de poser le pied à plat va provoquer une hyperextension au niveau du genou, un récurvatum du genou, que vous voyez bien là sur cette photo, et ça vous imaginez bien qu'à la longue, s'il marche toujours dans cette position, petit à petit, on va avoir une hyperlaxité en extension au niveau du genou, et que ça va pouvoir provoquer des douleurs et une instabilité au niveau du genou. Et donc c'est pas quelque chose qu'il faut laisser s'installer sur le temps, surtout chez un enfant qui grandit. Une autre problématique importante chez les enfants paralysés cérébraux, alors assez peu chez les hémiplégiques, mais surtout chez les diplégiques et les quadriplégiques,
ce sont les phénomènes de dysplasie de hanche. On verra dans un autre cours le problème de luxation congénitale de hanche, c'est quelque chose de complètement différent. Là, on a des enfants qui, à la naissance, ont une hanche qui est normale, mais qui est immature, comme chez n'importe quel enfant, et normalement, la maturation de l'articulation de la hanche, elle se fait avec le développement normal de la mobilité. Quand l'enfant se met en position debout, la hanche, petit à petit, prend une conformation adulte. Chez l'enfant avec paralysie cérébrale, d'une part, cette maturation ne va pas pouvoir se produire et on va avoir une articulation de hanche qui va garder une configuration infantile. Et en plus de ça, on va avoir une hypertonie au niveau des adducteurs qui va provoquer une excentration des têtes fémorales. On va voir ça sur les diapositives suivantes. Donc l'enfant normal a un angle du col du fémur qui est normalement très ouvert. Et puis petit à petit, la pression de la pesanteur sur la tête fémorale en position debout va faire que petit à petit ce col va se fermer et qu'on va avoir une orientation normale. Chez l'enfant paralysé cérébral, on va rester dans une configuration du col fémoral qui reste une configuration infantile. Et puis, sous l'effet des adducteurs qui tirent et qui entraînent une adduction, petit à petit la tête fémorale va partir vers l'extérieur et au lieu d'avoir la configuration normale de la hanche avec un bon recouvrement de la tête fémorale, si on ne fait rien, petit à petit, la tête fémorale va partir vers l'extérieur. Sur les photos de cette diapo et de la suivante, vous voyez la traduction sur une radiographie de ce phénomène de dysplasie de hanche. Là, on a une hanche normale chez un enfant paralysé cérébral à 18 mois, avec une tête qui est globalement bien centrée. On n'a qu'une toute petite partie de la tête fémorale qui est à l'extérieur. Et puis, chez cet enfant, l'évolution naturelle, alors normalement, on ne reste pas impuissant à regarder l'excentration se produire, mais donc là, sur ces radios qui sont anciennes, vous voyez que à 2 ans et demi, on a une excentration qui est plus importante. À l'âge de 5 ans, on a une excentration qui est un peu plus importante, et vous voyez déjà que la forme du cotyle, au lieu d'être fermée et de bien venir envelopper, ça commence à s'ouvrir vers l'extérieur. Et puis, à l'âge de 8 ans, les choses ne se sont pas améliorées. À l'âge de 10 ans, vous voyez que la tête fémorale commence à s'aplatir et qu'on n'a quasiment plus de cotyle, qui est complètement fuyant et ouvert. Et puis, à l'âge de 13 ans, on a une hanche qui est complètement luxée. On n'a plus du tout de cotyle au niveau du bassin. Et on a une hanche qui est irrémédiablement luxée, pour laquelle on va être très gêné pour pouvoir proposer quelque chose, même sur le plan chirurgical. Donc il ne faut surtout pas laisser cette histoire naturelle de la luxation de hanche se produire. Il faut intervenir très précocement pour traiter la spasticité sur les adducteurs, pour bien positionner l'enfant, pour faire en sorte qu'on évite de se retrouver dans cette situation qui risque de provoquer des douleurs et qui risque, chez l'enfant marchant, de remettre en cause la marche qui a pu être acquise préalablement. Je vous ai parlé donc des conséquences qui sont chez l'enfant non marchant un risque de douleur et d'être gêné dans la station assise, et chez l'enfant marchant de perdre les capacités de marche en raison de cette luxation de hanche liée à la dysplasie. Au niveau du bassin, le risque qu'on a, c'est que petit à petit les hanches se fixent en flexion à cause du rôle du psoas rétracté, du droit antérieur rétracté. On va avoir dans certains cas une antéversion du bassin, parfois une rétroversion quand on a une rétraction des ischio-jambiers, et avec des phénomènes d'obliquité du bassin quand l'atteinte est asymétrique, que les adducteurs sont plus rétractés d'un côté que de l'autre côté. Et cette obliquité pelvienne, quand elle apparaît, elle risque de gêner considérablement la marche ou la station assise.
Et donc là, vous voyez que un bassin peut être oblique soit quand on a une scoliose, et donc là, le bassin en lui-même, si on regarde que cette partie-là, il est normal, mais du fait de la scoliose, l'enfant va être tordu, entre guillemets, avec un bassin qui se retrouve oblique. On peut avoir, au contraire, une colonne vertébrale qui est rectiligne, mais du fait d'une rétraction plus importante sur les adducteurs d'un côté, avoir une obliquité au niveau du bassin, et ça vous imaginez bien que ça va également perturber la qualité de la station assise. Et puis on peut avoir les deux qui sont associés avec une obliquité du bassin, à la fois liée à une rétraction unilatérale des adducteurs et à une scoliose, et le positionnement assis va être encore plus compliqué et les causes plus difficiles à traiter. Et là, on y reviendra quand on parlera lors des séances pratiques des corsets-sièges, des installations assises. C'est des choses qu'il faut prendre en compte parce que quand on a une obliquité du bassin, il est très difficile d'arriver à donner une station assise confortable et fonctionnelle. On va ensuite parler de la colonne vertébrale. Les déformations rachidiennes, c'est aussi quelque chose qui risque de se produire, et ça surtout, de façon encore plus importante, chez les enfants qui ont les atteintes les plus graves, et chez les enfants qui ont une atteinte quadriparétique. Ou bien diplégique, surtout si cette atteinte est grave et asymétrique. Avec donc un risque de scoliose, qui sont souvent des scolioses graves, des scolioses évolutives, qu'il faut dépister très précocement pour pouvoir les traiter et pour éviter qu'elles ne s'aggravent et qu'elles entraînent des douleurs, des difficultés au niveau de la station assise. Là, sur cette diapositive, vous voyez donc un phénomène de rétroversion de bassin et de kyphose chez cet enfant, et là, une véritable scoliose installée, avec une scoliose à convexité thoracique droite, ici, une gibbosité importante, et sur la radio, ça se traduit par cet aspect-là. Et donc, vous imaginez bien que ça complique la position assise, que ça grève le pronostic fonctionnel au niveau de la marche. Je veux apporter une attention toute particulière au niveau du pied. C'est quelque chose qui est beaucoup trop souvent négligé chez l'enfant paralysé cérébral, et tout particulièrement par vos confrères déjà en activité, qui ont tendance à considérer que le pied c'est l'affaire des podos, que c'est pas quelque chose de noble, et quand on fait des attelles, on s'occupe de la cheville, on s'occupe du genou, de la jambe, mais on ne va pas forcément s'attacher à corriger le pied. Alors c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, et je vais vous expliquer pourquoi, et donc il faut vraiment bien comprendre quelles sont les déformations qui risquent de se produire, et les prendre en charge de façon très précoce, et intégrer la correction des déformations du pied dans un appareillage plus global au niveau du membre inférieur. Donc c'est quelque chose de très fréquent qui risque de retentir sur la station debout et sur la marche, de provoquer des difficultés de chaussage et des douleurs. Et si on le prend en charge correctement, on peut vraiment faire de la prévention et éviter que ça ne survienne par la suite, que ça vienne se fixer et qu'on ne puisse plus rien faire d'autre que des chirurgies très complexes avec des suites très lourdes. L'origine, là encore, c'est la spasticité. Je vais vous montrer sur un schéma juste après le déséquilibre qui peut survenir entre une insuffisance du tibial postérieur qui a un rôle de soutènement de la voûte du pied et une hyperactivité de l'autre côté des muscles fibulaires qui vont avoir un rôle éverseur, un rôle de pronation d'avant-pied extrêmement délétère. Et puis parallèlement, on a souvent une insuffisance, une hyperlaxité des ligaments du pied. Et donc tout ça, si on ne fait rien, ça risque d'évoluer vers des rétractions musculo-tendineuses fixées et des déformations irréversibles au niveau des articulations du pied, au niveau osseux, qui sont extrêmement douloureuses et extrêmement gênantes sur le plan de la station debout et de la marche. Alors, on peut à peu près tout voir. Je vais d'abord vous dire que la forme la plus fréquente, c'est l'équin valgus.
Mais donc on peut avoir un équin ou un talus, et on peut avoir un varus ou un valgus. Le pied varus équin, c'est quelque chose qui se voit ici, comme on a sur cette photo, qui peut se voir mais qui est moins fréquent. Et puis après, les phénomènes de pied talus valgus, c'est des choses qu'on peut visualiser aussi, qu'on peut rencontrer aussi. Il ne faut pas négliger, même si à première vue c'est quelque chose qui est moins gênant sur le plan fonctionnel, mais qui peut quand même provoquer des douleurs, les troubles de l'avant-pied avec des grittes orteils qui sont très fréquentes et des phénomènes d'hallux valgus, l'un et l'autre pouvant provoquer des douleurs, des difficultés de chaussage et donc quand même retentir au bout du compte sur la qualité de la marche et sur le confort de vie. Le cas le plus fréquent, je vous le disais, c'est le pied plat valgus abductus avec très souvent une composante d'équin associée. Alors, vous voyez là, chez cette petite fille âgée de 3 ans, diplégique spastique, un valgus très prononcé, avec un pied qui se couche complètement sur le scaphoïde, et un décollement du bord externe, et une compensation qui se fait par une abduction de l'avant-pied. Ça ne se voit pas sur cette photo, mais on a aussi une composante d'équin d'arrière-pied qui est masquée par cet effondrement complet en dedans du pied. On voit d'autres photos là ici, chez un enfant plus grand, en haut à droite, et là sur ces photos-là, on voit le retentissement que ça va pouvoir entraîner au niveau de l'avant-pied avec des phénomènes d'hallux valgus, de chevauchement d'orteils. Là, on voit ici sur un podoscope l'équin valgus avec donc le décollement du bord externe du pied, avec un 5e rayon qui n'est pas du tout en appui sur le podoscope, et puis le décollement du talon qui fait apparaître la petite composante d'équin qui n'est pas flagrante, qui est masquée par le valgus, mais qui est quand même bien présente, et on voit des appuis qui sont complètement anormaux, complètement sur le scaphoïde et sur le bord interne du pied, et un 4e et 5e rayon qui ne sont pas du tout en appui. Même enfant, vu de dos, qui permet de bien visualiser le valgus important au niveau de l'arrière-pied. Un petit peu plus tard, ce qui va apparaître, c'est un enraidissement de ces déformations. Donc chez la petite fille que vous aviez juste avant, en charge, le pied est complètement effondré, mais le même enfant, si on l'allonge, qu'on regarde son pied, il a une architecture complètement normale. Et si on ne fait rien, petit à petit, avec le temps, les choses vont s'enraidir, se fixer et donner ces aspects de pied avec un pied très très raide, complètement déformé, qui devient complètement irréductible, comme on peut avoir ici, avec un valgus calcanéen très important, un pied complètement plat sur lequel on n'a plus de voûte du tout, plus d'arche interne, une abduction compensatoire au niveau de l'avant-pied, on n'a plus l'adduction physiologique de 10-15 degrés, mais au contraire une abduction, un appui qui se fait que sur le bord externe du pied, une pronation au niveau de l'avant-pied, et un équin plus ou moins important qui est associé, mais qui ne se voit pas forcément parce que, comme je vous le disais, c'est le calcanéum qui est en équin, mais comme le pied vient se coucher complètement sur le bord interne, l'équin n'est pas forcément très apparent. Sur le plan anatomique, sur le plan biomécanique, quelques schémas tirés du livre de Kapanji qui vont montrer quelles sont les différentes composantes biomécaniques qui interviennent et qui sont importantes à bien comprendre pour pouvoir intervenir correctement en termes d'appareillage. On a d'un côté un équin qui est présent, qu'on voit ici, avec un muscle triceps sural qui est très spastique et qui tire beaucoup et qui va mettre le pied en équin. Donc des contraintes importantes qui se font comme ça dans ce sens-là. Et dans l'autre plan, dans le plan frontal, on va avoir un muscle tibial postérieur
qui est insuffisant dans son rôle de haubans inverseur, dans son rôle de soutènement de l'arche interne, hein, donc le tibial postérieur qui vient s'insérer à ce niveau-là, au niveau du scaphoïde ou du naviculaire. Et puis, dans l'autre sens, on a au contraire, de l'autre côté, les muscles fibulaires qui, eux, ont très souvent une activité très importante, qui sont spastiques ou dystoniques, et qui vont venir tirer de façon très importante et entraîner cette pronation. Et alors, le court fibulaire latéral, il vient tirer sur le bord externe du pied, mais le long fibulaire latéral, il passe sous l'avant du pied pour venir s'insérer sur la base du premier rayon et du coup entraîner vraiment un effet de pronation d'avant-pied. Et donc on a d'un côté un équin, d'un autre côté un déséquilibre qui fait que on a une éversion et un défaut des muscles, du muscle tibial postérieur qui devrait jouer ce rôle d'inversion, et l'effet de la pesanteur avec l'enfant qui prend appui, qui fait que on n'est pas en stabilité sur un appui uniquement au niveau de l'avant-pied, uniquement au niveau des orteils. On a un équin, donc le pied ne peut pas se poser à plat. Il y a une insuffisance sur le jambier postérieur, une hypertonie de l'autre côté, et donc le pied va venir se coucher en dedans. L'astragale va plonger en avant, la voûte disparaît, on a une subluxation astragalo-scaphoïdienne avec une distension de la capsule au niveau de cette articulation. Et ça va aboutir à une véritable cassure du médio-pied, dislocation du médio-pied, donc ce n'est pas une cassure au sens de fracture, mais on va avoir une hypermobilité en extension au niveau du lisfranc et du chopard, et en abduction avec un pied qui va venir se tordre complètement sur le côté. Et une divergence astragalo-scaphoïdienne avec un valgus calcanéen. Je vous ai noté tout ça sur ce schéma. Donc d'un côté un équin spastique qui va entraîner une limitation de la flexion dorsale de cheville, parallèlement une hypertonie des éverseurs et pronateurs que sont les muscles courts et longs fibulaires, un défaut des inverseurs, le tibial postérieur, le rôle de la pesanteur qui va aller quand même chercher un appui stable au niveau du pied. Parfois on peut avoir aussi des contraintes en rotation interne au niveau de la hanche. Tout ça, ça va avoir tendance à entraîner des contraintes en dorsiflexion et en abduction de la médio-tarsienne avec une dislocation médio-tarsienne et donc cette chute de l'astragale en avant et ce pied qui va venir se coucher complètement sur son bord interne. À un stade très précoce, chez le tout jeune enfant, ça ne survient que en position debout. L'enfant qui commence à se mettre debout est encore assez léger, mais vous comprenez bien que si on ne fait rien et qu'on laisse l'enfant se mettre debout avec ces contraintes extrêmement défavorables, petit à petit les choses vont s'aggraver. On va avoir vraiment une hypermobilité articulaire, des rétractions musculaires, des déformations articulaires et osseuses qui vont s'installer, et on va aboutir en quelques années à quelque chose qui est irréversible, qui va provoquer des troubles importants de la station debout, de la marche et des douleurs, des difficultés de chaussage. Et donc là vous avez des photos chez un adolescent avec ces tableaux de pieds très enraidis, très déformés, des contraintes biomécaniques importantes au niveau de la marche, des difficultés de chaussage. Et la déformation devient à ce moment-là complètement irréductible et on n'a plus possibilité d'intervenir par des mobilisations, par des appareillages, si ce n'est de l'appareillage de confort pour essayer de mieux répartir les appuis, mais on ne peut plus rien faire au niveau des contraintes biomécaniques défavorables et leurs répercussions au niveau de la marche. On peut juste essayer de limiter les douleurs par des chaussures sur mesure qui vont mieux répartir les appuis. Quand on se retrouve chez le tout jeune enfant, comme c'est le cas là, avec un pied en équin valgus,
On peut par des manœuvres de décontraction réduire, et donc là vous voyez chez cet enfant, de façon un petit peu piégeuse, si on relève le pied en laissant aller le pied dans le sens de valgus, comme c'est le cas ici, on a l'impression que la mobilité en flexion dorsale de cheville, elle est normale. Et puis, si on détend un petit peu les choses, donc en allant dans le sens de l'hyperflexion, on arrive à détendre un petit peu le tibial postérieur, mais on relève le gros orteil pour le ramener recréer la voûte ici en dedans, et on veille à ne pas laisser le pied partir en valgus, et vous voyez que même après avoir détendu le muscle, on arrive quand même à avoir une flexion dorsale qui va légèrement au-delà de l'angle droit, mais on a quand même une certaine rétraction. On n'arrive pas à des amplitudes de 20 degrés de flexion dorsale qui seraient des amplitudes physiologiques. Et donc ça, c'est une manœuvre qui peut être utile quand vous devez faire un moulage pour une attelle chez des enfants, d'avoir ces manœuvres de détente en flexion des orteils et en flexion plantaire, et ensuite on revient doucement en hyperextension du gros orteil pour venir mettre en tension l'aponévrose plantaire, et avoir un positionnement du pied détendu et en recréant la voûte par mise en tension de l'aponévrose plantaire. Une image de ce que ça peut donner en radio, avec là ici un enfant qui a une paralysie cérébrale qui est en position debout. Vous voyez que le pied il est complètement plat, la voûte il n'y en a plus, le scaphoïde il est en contact avec le sol, le premier rayon il est à l'horizontale, et on a l'astragale qui plonge complètement en avant. Sur la radio de droite, on voit que là manuellement, on a fait en sorte de réduire en mettant en tension l'aponévrose plantaire et en recréant un varus en luttant contre le valgus. Et vous voyez que le pied en lui-même n'est pas déformé, et en faisant cette manœuvre, on réduit la flexion plantaire, cet astragale qui plonge en dedans, on remonte le scaphoïde, ici, qui reprend sa place au sommet de la voûte. Cette photo, cette radio en réduction du pied, c'est pour vous montrer que si on fait un appareillage, si on fait une orthèse plantaire qui permet de réduire cette déformation, eh bien on peut agir préventivement et permettre une marche qui se fasse avec une architecture normale au niveau du pied. Et donc c'est le rôle de l'appareillage, et cet appareillage il doit être préventif dès que l'enfant marche. Alors ça va pouvoir être des orthèses plantaires, et c'est votre rôle aussi de pouvoir proposer des orthèses plantaires, mais surtout, quand vous faites des attelles de marche, de faire en sorte que votre attelle de marche, votre orthèse suropédieuse, elle intègre une correction du pied qui permette d'avoir ce bon positionnement. Rapidement, parce que je vous ai dit que c'était beaucoup plus rare, on a d'autres types de déformations au niveau du pied qui peuvent apparaître, avec des phénomènes de pied varus équin, des phénomènes de pied talus, avec une hyperflexion dorsale. Ça c'est quelque chose qui est plus grave, qui peut se voir soit de façon iatrogène quand un chirurgien a eu la mauvaise idée de trop corriger un équin. Du coup l'enfant va avoir tendance à s'effondrer en talus, et autant marcher complètement sur la pointe des pieds c'est pas bon, mais marcher complètement en talus des fois c'est encore pire, et du coup il vaut mieux tolérer un léger équin qui permet d'avoir une force de propulsion que laisser un enfant s'écrouler complètement en talus, où là la marche devient beaucoup plus coûteuse sur le plan énergétique. Les enfants ont du mal à se redresser, et ça peut induire petit à petit un effondrement de plus en plus important. Et puis parfois ça peut se voir aussi par hypertonie des releveurs, et alors ça se voit surtout chez les enfants polyhandicapés, chez les enfants non marchants. C'est quand même quelque chose d'assez rare chez les enfants hémiplégiques ou diplégiques marchands. Et puis parfois il peut arriver que le type de déformation du pied change avec le temps, et qu'un enfant qui était en valgus au départ, en équin valgus au départ, eh bien, il évolue vers un varus équin ou vers un pied en talus, et donc il faut réévaluer les choses régulièrement et adapter l'appareillage
et la prise en charge en fonction de l'évolution de ce pied. Voilà, donc on a passé en revue les déformations. Alors on a parlé surtout des membres inférieurs. J'ai parlé au début des déformations qui peuvent exister au niveau des membres supérieurs, en flexion de coude. Et il peut y avoir aussi des déformations en flexion des doigts et des poignets. J'ai moins insisté parce que les implications en termes d'appareillage et en termes de marche sont moins importantes, mais on peut être amené à faire aussi des appareillages pour prévenir ce type de déformation. Ce qu'on voit le plus souvent comme déformation dans la diplégie spastique, c'est le flexum de hanche, le flexum de genou, la dysplasie de hanche, je vous en ai parlé, les phénomènes de rotation, d'antétorsion fémorale, de torsion tibiale, les phénomènes d'éversion au niveau des pieds, et puis au niveau des membres supérieurs, flexum de coude, flexum de poignet, supination limitée, et les phénomènes de subluxation antérieure des épaules et de scoliose dont je vous ai parlé. Donc là, sur cette photo, vous voyez un petit peu ce que ça peut provoquer avec le temps, et cette marche en crouch dont je vous parlais, avec petit à petit. Alors ça, c'est chez les enfants diplégiques spastiques, avec des formes quand même de sévérité moyenne à importante, où avec le temps, ils peuvent avoir tendance à évoluer vers une hyperflexion au niveau des chevilles, au niveau des genoux et au niveau des hanches. Et vous imaginez bien que si vous essayez vous-même de marcher comme ça dans cette position-là, c'est beaucoup plus fatigant que de marcher en position droite. Et chez des enfants qui ont déjà des difficultés, une faiblesse musculaire, une fatigabilité, si la marche se dégrade comme ça, elle va devenir de plus en plus coûteuse et de plus en plus difficile.